Êtes-vous prêt à maîtriser les commandes Windows comme jamais auparavant? Dans ce cours de formation, nous allons explorer les commandes essentielles telles que taskkill, gpupdate, format et bien d'autres encore. Vous apprendrez à tuer des processus, gérer des stratégies de groupe, formater des disques et effectuer des copies avancées. Restez bien avec moi jusqu'à la fin pour devenir un expert des commandes Windows et optimiser votre expérience et efficacité. Nous revoilà dans ce nouveau cours qui n'est rien d'autre que la troisième partie sur les commandes. Et on commence tout de suite par la commande taskkill qui, comme son nom l'indique, est un killer de tâches. C'est-à-dire que ça permet de tuer un processus en cours d'exécution. En fait, il s'agit simplement d'une alternative en ligne de commande du gestionnaire de tâches. Ici, si vous souhaitez supprimer un programme, il suffit de faire un clic droit pour ensuite cliquer sur fin de tâche. Eh bien, on va voir comment le faire directement en ligne de commande. Pour commencer, vous devez ouvrir une invite de commande, de préférence en tant qu'admin, pour avoir les droits les plus élevés. Pour faire afficher l'ensemble des paramètres possibles de cette commande, il suffit de faire un / à la fin de taskkill. Pour kill un process, on va utiliser la commande taskkill avec l'option /im qui permet de kill une tâche par son nom de programme. Par exemple, si je fais un taskkill /im msedge.exe, eh bien ça fermera directement le navigateur de Microsoft. Vous pouvez aussi faire afficher la liste des process qui tournent avec la commande tasklist/v. L'avantage, c'est que comme ça, vous avez directement le nom de l'image qui vous servira à killer un process, comme on l'a fait avec Microsoft Edge. Parce qu'il fallait deviner qu'il portait le nom de msedge.exe pour pouvoir le kill. Et le paramètre /pid permet de tuer une tâche par son process ID. Le PID est un identifiant permettant de cibler un processus. Ce qui est très pratique dans le cas où vous auriez plusieurs processus avec le même nom, comme c'est souvent le cas avec un navigateur internet. On va maintenant parler rapidement de la stratégie de groupe, car on y reviendra plus en détail sur le chapitre de la sécurité. Ce qu'on appelle une stratégie de groupe, c'est un ensemble d'outils qui sont intégrés dans un Windows Server. En fait, ça permet aux services informatiques de centraliser la configuration de postes clients grâce à l'application de politiques. Avoir une stratégie de groupe permet de faire gagner un temps considérable aux techniciens support de l'IT parce qu'ils pourront réaliser une modification sur un ensemble de postes simplement en lançant une commande sur le poste client ou bien à distance sur tous les postes. Dans la famille des GPO, je voudrais gpupdate. La commande gpupdate permet d'appliquer les stratégies de groupe sur un poste client. Dans la famille des GPO, je voudrais gpresult. La commande gpresult permet d'analyser les stratégies de groupe du PC. C'est une commande très utile pour les techniciens support pendant un processus de dépannage. En fait, cette commande permet de récupérer un état des GPO qui s'applique sur le poste du client. Encore une fois, ça ne sert à rien de rentrer plus en profondeur, car nous verrons ça en pratique dans la suite de la formation. Passons à la commande format que nous avons déjà vue en action quand on parlait de la commande diskpar. Cette commande permet aussi de créer un nouveau système de fichiers pour un disque dur. Par exemple, si on crée un nouveau dossier dans le nouveau disque de 5 Go qu'on avait créé dans la partie sur les partitions et qu'on lance un format E2, eh bien ça effacera toutes les données après avoir répondu à une liste de questions. Passons à un duo de commandes qui permet de faire du copier-coller en ligne de commande. La principale différence entre les deux, c'est que l'une va se contenter de copier un fichier sans les sous-dossiers et l'autre copiera tout le contenu d'un dossier, y compris les sous-dossiers. La commande xcopy est donc la solution idéale pour sauvegarder ces données quand vous n'avez accès qu'à la ligne de commande. Par exemple, sur mon disque data2, j'ai 3 dossiers. Un dossier save qui contient un fichier texte plus un sous-dossier avec un autre fichier texte. Un dossier copy
et un dossier xcopy. Si je lance la commande copy e:/save e:/copy, eh bien seul le premier fichier texte du répertoire save est copié dans le dossier copy. Le sous-répertoire avec l'ensemble de ces fichiers qu'il contient ne sera pas pris en compte. Maintenant, si je fais un xcopy du répertoire save vers le répertoire xcopy en ajoutant le paramètre /e qui permet de copier les répertoires et sous-répertoires, eh bien on se retrouvera bien avec l'ensemble du contenu de save dans xcopy. Passons à la commande robocopy qui est une version encore plus moderne des commandes copy et xcopy que nous venons de voir. L'avantage de robocopy par rapport aux deux précédentes commandes qu'on vient de voir, c'est qu'il offre plus de possibilités sur la configuration de script de sauvegarde. Et puis il est aussi beaucoup plus rapide que les commandes copy et xcopy. En fait, robocopy permet de créer un miroir d'une arborescence. Par exemple, admettons que le dossier robocopy contient des fichiers qui ne sont pas présents dans le dossier save. Eh bien, si je lance un robocopy du répertoire save vers le dossier robocopy, avec l'option miroir /mir, eh bien, non seulement il va copier l'ensemble des fichiers du répertoire save, mais il supprimera aussi automatiquement les fichiers qui ne figurent pas dans ce répertoire. Avant de clôturer ce cours sur les commandes Windows, on va parler de l'outil NetUse qui permet de monter un disque dur venant d'un autre PC. En fait, c'est simplement un partage. Avant ça, pour bien comprendre comment ça fonctionne, on va faire quelques préparations dans VirtualBox. Actuellement, on a une VM qui s'appelle Formip Windows 10. Ce qu'on va faire, c'est relancer une installation complète de Windows pour avoir en tout 2 VM. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que les 2 VM puissent communiquer ensemble et pour ça, on va devoir faire quelques modifications. Sur chaque VM, allez dans Configuration et dans l'onglet Réseau, choisissez le mode d'accès par pont. Ensuite, pour que ce soit plus simple à retenir, on va modifier le nom de l'hôte de chacun des PC. Sur chaque VM, faites un CTRL plus la touche X et cliquez sur Système. Ensuite, cliquez sur Renommer votre PC et donnez-lui un petit nom plus simple à retenir. De mon côté, j'ai mis Formip pour la première VM qu'on a installée, celle où a eu lieu le partitionnement du disque, et j'ai mis mon prénom Damien sur la nouvelle VM installée. Dans l'état actuel, si vous tentez un ping d'une VM à une autre, ça ne devrait pas passer. En tout cas, de mon côté, ça ne passait pas. Il a fallu que je désactive le pare-feu sur les 2 VM. Voici les étapes à suivre pour désactiver le pare-feu. Dans la barre de recherche Windows, tapez pare-feu et cliquez sur pare-feu Windows Defender. Ensuite, cliquez sur activer ou désactiver le pare-feu Windows Defender et désactivez-le sur les 2 VM. Maintenant, pour chaque VM, faites un ipconfig pour afficher l'adresse IP de chacune des machines et lancez un ping pour vous assurer de la bonne communication entre vos 2 VM. Maintenant que les 2 machines peuvent bien se parler, on va partager le disque dur E2. C'est celui qu'on a créé en ligne de commande avec l'outil Dixpar, le disque Data2. Pour ça, sur la VM Formip, je fais un clic droit sur le disque dur E2 pour aller dans ses propriétés. Je vais ensuite dans l'onglet Partage et je clique sur Partage avancé. Reste plus qu'à cocher la case Partager ce dossier et valider. Maintenant, je vais pouvoir utiliser la commande NetUse pour monter le lecteur sur mon autre machine virtuelle. Dans une fenêtre d'invite de commande, je lance la commande NetUse suivie de la lettre que je souhaite attribuer au partage. Dans l'exemple, j'ai pris la lettre Z. Ensuite, je mets le chemin complet vers le dossier que je souhaite accéder. Ici, c'est formip /e. Puis il ne me reste plus qu'à saisir le login et mot de passe du compte utilisateur qui a les droits sur ce disque. Le login est Formip et le mot de passe est 1234. Le disque monte immédiatement après la validation de la commande et je peux donc accéder au disque E du PC Formip à partir de la VM Damien. Et pour vérifier les comptes utilisateurs que vous avez sur vos VM, vous pouvez lancer la commande NetUser.